L'Évangile selon Yang Cheng de Dai Sijie. Prologue. On vint voir le fils du charpentier. Comme un long serpent gris clair, un sentier en lacets sinuait sur la pente verdoyante d'une colline de Jiangkou dans le district de Putian. Vu du ciel, il ressemblait à une fissure ouverte dans ce relief de roches calcaires et de terre sablonneuse où se reflétait la blanche lumière du crépuscule. À tout instant, on s'attendait à tomber par cette étroite crevasse dans les tréfonds d'une autre époque, mais enfin le reptile redressait la tête et se métamorphosait en rocher au sommet de la colline enveloppée de brouillard, sous le voile duquel se dressait la demeure du charpentier. Sous un auvent, à droite de la maison environnée de sciures de bois, le charpentier Yang fabriquait un de ces sifflets que les colombophiles attachaient aux pattes de leurs pigeons. Il introduisit dans une petite gourde qu'il avait préalablement creusée et qui faisait office de caisse de résonance, une fine hanche de bambou bien affûtée, dont il caressa du bout des doigts le fil qu'il avait aiguisé au ciseau et que les derniers rayons du soleil couchant coloraient de reflets sanglants. À cet instant, arriva une vieille femme aveugle, dont les mains expertes devaient inspecter son fils âgé de 2 ans. Au centre de la cour, on avait disposé une table en bois. Le garçonnet, vêtu d'une culotte de soie rouge qui masquait ses parties intimes et montait jusqu'à sa poitrine, s'avança avec prudence. On ne l'avait encore jamais fait grimper sur une table. Inquiet, il jeta des coups d'œil à droite et à gauche, comme un navigateur débarquant en terre inconnue. L'aveugle, qui était toute petite, portait une longue jupe grise, un corsage écarlate brodé de fleurs violettes et une écharpe rouge nouée autour du cou. Un haut chignon était perché au sommet de sa tête. Elle s'approcha de la table, de la démarche chaloupée que lui donnaient ses petits pieds bandés. D'une main osseuse, elle tapota un des chaussons rouges et brodés de l'enfant, tandis que les longs ongles de son autre main, aux doigts maigres comme ceux d'une patte d'oiseau, grattaient son crâne entièrement rasé, à l'exception d'un toupet en forme de pêche qui ressemblait de loin à une dune sombre. Ses mains décharnées tripotèrent enfin le bas-ventre de l'enfant, après quoi elle releva la tête et s'écria « Il y a un problème. Il lui en manque une. Mais au toucher, l'autre paraît bien faite. Une seule couille, c'est suffisant. » « Une seule couille ?» s'inquiéta le charpentier. « Comment il pourra avoir une descendance ? » « Une couille lui suffira pour assurer votre postérité. »« Ah, si c'est comme ça, » dit le charpentier rassuré. « C'est évident, quand je touche, là, je sens bien que son petit oiseau est en pleine forme. » Le charpentier Yang poussa un soupir de soulagement. Il dressa une longue canne de bambou au milieu de la cour, la fendit en deux avec son couteau et cligna des yeux pour en observer la pulpe. Sous les reflets cuivrés du soleil couchant, elle rutilait comme une longue tige d'or en fusion. Il conduisit l'aveugle jusqu'à un arbuste planté devant la maison. 2 ans plus tôt, quand son fils était né, au printemps 1911, un Chinois qui avait entamé un pèlerinage depuis le Vietnam, d'où il était originaire, jusqu'à l'île de Meizhou, où il voulait faire ses dévotions à la déesse Mazou, était passé devant chez le charpentier, qui l'avait invité à sa table. Avant de reprendre la route, il avait voulu laisser quelque argent, mais son hôte avait poliment refusé, et pour le remercier, le pèlerin lui avait donné un sachet de graines. Le charpentier avait creusé un trou devant sa maison, dans lequel il les avait plantées et recouvertes de limons fertiles. Mais au bout d'1 semaine, quand le limon eut séché, il n'y avait toujours pas la moindre pousse. Encore plus étonnant, les plantes et les fleurs qu'il avait plantées là l'année précédente et étaient en bouton, s'étaient affaiblies d'un coup et avaient fané.
Les calices des iris étaient tombés, et leurs petites fleurs blondes s'étaient flétries avant d'éclore. Le même destin cruel s'était abattu sur la menthe, qui avait monté et était devenue amère, et sur le fenouil, qui était décharné. Puis, au 10e jour, une jeune pousse verte avait enfin percé la terre, premier jet de l'unique arbre étranger du jardin à avoir l'heure de contempler le soleil chinois. « Dites-moi, » demanda le charpentier Yang à l'aveugle, « vous connaissez le nom de cet arbre ? Il a détruit tout ce qui poussait autour de lui. » L'arbuste, qui avait maintenant 2 ans, était déjà haut d'1 mètre. La vieille s'accroupit devant lui, le caressa du bout des doigts, puis en arracha un morceau d'écorce avec ses dents. La pulpe était fraîche, tendre, avec une bonne odeur fleurie. « C'est un aguilaire, dit-elle avec assurance. Un arbre aromatique. N'en parlez jamais à personne, il pourrait faire des envieux. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'en grandissant, il va produire un suc précieux. Votre fils n'a peut-être qu'une couille, mais si on vous a offert des graines d'aguilaire le jour de sa naissance, il va connaître un destin peu ordinaire. » Les sifflets des colombes de Poutiane, comme ceux des localités voisines, ne dépassaient généralement pas 2 ou 3 centimètres de diamètre, soit environ la taille d'une noix. Les plus grands pouvaient toutefois mesurer jusqu'à 10 centimètres de diamètre et atteindre la grosseur d'un poing. Une fine hanche en bois, placée au milieu du sifflet, le séparait en 2 caisses de résonance. On l'attachait sur les plumes caudales des oiseaux, et lorsqu'ils volaient, en fonction de l'angle de pénétration du vent, ils produisaient 2 sons différents, l'un aigu, l'autre grave. Si l'on voulait obtenir une gamme sonore plus vaste, il suffisait d'y ajouter des tiges de bambou, certains préféraient les roseaux, de longueurs différentes. Lorsqu'un groupe de colombes volait dans le ciel, les sifflets attachés à leur queue offraient à la manière d'un orchestre un concert polyphonique grandiose d'une étonnante qualité. Chaque instrument présentait une tessiture différente. Il y avait des barytons, des ténors, des contraltos, des sopranos, qui se répondaient subtilement en écho, rivalisant de trémolos lyriques et de vibratos romantiques pour enchanter le spectateur d'une symphonie flamboyante. Pour l'instant, la musique qui se jouait dans le ciel était l'œuvre des colombes du pasteur Gu, un évangéliste américain qui avait mené des États-Unis un couple de colombes blanches qui, à la différence des colombes chinoises, avaient les pattes recouvertes d'un manchon de longs poils soyeux, un peu comme les manchons de fourrure dans lesquels les femmes glissent leurs mains en hiver. Ce jour-là, le pasteur avait fait l'acquisition de 2 sifflets de la marque Yang, et lorsqu'il les avait lui-même cousus avec une aiguille et du fil sur les plumes de ses colombes, il avait vécu l'un des plus délicieux moments de sa vie depuis qu'il était en Chine. Il était même monté sur le toit de l'hôpital récemment construit par son église pour les faire s'envoler, et était resté là à les regarder tournoyer, légères et pures comme 2 cristaux de quartz, et à se délecter de leur céleste sérénade, jusqu'à ce que, s'élevant toujours plus haut, elles ne fussent plus que 2 étoiles lointaines qui finirent par se fondre dans le ciel. Debout, un peu perdu sur le toit de l'hôpital, il resta un moment absorbé par le son des lointains sifflets. Soudain, les colombes réapparurent, silencieuses, tombant tout droit l'une derrière l'autre comme des météorites. Alors qu'elles allaient toucher le toit, elles frôlèrent ensemble le visage du pasteur, puis dans un délicieux froufrou d'ailes, s'élevèrent de nouveau dans le ciel où elles reprirent leur ballet. Le soleil enveloppait leurs plumes neigeuses d'un halo d'or, les sifflets chantaient, le cœur du pasteur Gu palpitait, et des larmes de bonheur coulaient sur son visage. Personne ne connaissait la valeur marchande de ces 2 sifflets, mais on savait que la mère du charpentier avait elle-même négocié avec le pasteur et obtenu de lui qu'il accueillît à son domicile son petit-fils jusqu'à la fin de l'école primaire. L'épouse du pasteur avait ouvert une école. Première partie. Chapitre 1. Mary. À 2 heures du matin, la pluie tomba à verse. Le petit Yang ne comprit pas tout de suite qu'il pleuvait.
Sur le coup, il crut entendre le bruit régulier de la scie à bois de son père, qui troublait le silence de la nuit, mais soudain il se souvint qu'il n'était plus chez lui à Jiangkou, mais à Hangjiang, chez l'épouse du pasteur Gu, la directrice de son école, ou plus exactement dans la chambre de leur fille Mary, l'institutrice qui lui enseignait le calcul, l'écriture, la lecture et la musique. Le pasteur Gu, qui était le responsable des missionnaires baptistes américains de la province du Fujian, avait épousé une très vertueuse fille de pasteur. Il était lui-même fils de pasteur, un ministère que la plupart des hommes de sa famille exerçaient depuis des générations. Yang Cheng étant le plus jeune élève de son école, Madame Gu ne le laissait pas dormir dans le dortoir des garçons situé dans l'arrière-cour de la résidence. Au début, elle avait pensé l'accueillir chez elle, puis, craignant que sa présence ne dérangeât son mari dans son travail, elle l'avait installé dans la cour de leur fille Mary. La résidence du pasteur comprenait 7 cours, et celle où Mary vivait avec sa petite fille, qui n'avait pas encore 1 an, était justement appelée la cour de la petite fille. Elle comprenait 3 pièces. La pièce principale, que les Occidentaux nomment salle de séjour, au cœur des activités familiales, le bureau où Mary préparait ses cours et la chambre où se tenait son lit, auquel était accolé le berceau de sa fille, de sorte que quand la petite se réveillait, elle put facilement l'allaiter. Face au lit de Mary, on en avait installé un plus petit pour Yang Cheng, et entre les deux, on avait suspendu un drap blanc qui faisait office de rideau de séparation. Le crépitement de la pluie avait réveillé le petit garçon. Il ne voyait pas tomber les gouttes, mais il les entendait. Alors qu'il se levait pour aller faire pipi, il constata que le bébé dormait paisiblement, mais que Mary n'était pas dans son lit. Où était-elle? Auparavant, dans toutes les pièces de cette cour, les fenêtres étaient couvertes de papier, à la façon chinoise. Mais quand le pasteur Gu avait acheté la résidence, il les avait fait remplacer par des fenêtres vitrées à 2 battants, de 12 carreaux chacun. Il traversa la salle de séjour où ses pieds nus glissèrent sans bruit sur le tapis décoré de rose pourpre et de vert lichen. Il n'y avait pas sous ce tapis un sol de terre battue comme dans la plupart des maisons chinoises, mais du parquet, le même que dans l'hôpital chrétien de Putian. Il ne trouva Mary ni dans le salon, ni dans son bureau. Il ne pleuvait visiblement pas encore lorsqu'elle était sortie, car ses vieilles bottes de pluie en caoutchouc noir, rapiécées avec des bouts de caoutchouc rose, étaient toujours au pied de son lit. Il eut soudain envie de les lui apporter, malgré la pluie et la nuit qui l'attendaient à l'extérieur. La paire de bottes à la main, il descendit les marches qui menaient à la cour. La pluie fouetta son visage et une délicieuse sensation de fraîcheur le saisit. Les innombrables gouttes qui frappaient sa peau ressemblaient à de minuscules perles de cristal tombées du ciel qu'un fil élastique invisible faisait rebondir sur sa chair. Des perles gorgées d'eau qui n'éclataient jamais, mais remontaient. Il n'avait pas encore 6 ans et aucune idée précise de la taille de la demeure du pasteur Gu. Lorsque quelques semaines plus tôt il était arrivé dans cette immense résidence à l'architecture imposante, à la fois régulière et secrète, il s'était senti écrasé par les épais murs d'enceinte, hauts de plusieurs mètres. Il avait dû basculer la tête en arrière pour réussir à apercevoir en contre-plongée quelques touffes d'herbes folles que le vent faisait frémir au sommet du mur de briques et qui semblaient s'accrocher aux nuages avec opiniâtreté. 2 galeries longeaient les murs, la galerie Est et la galerie Ouest, qui comme 2 immenses bras embrassaient la totalité des 7 cours de la résidence et où le veilleur de nuit déambulait à chaque nouvelle heure qu'il annonçait en frappant sur une planche. La première, assez grande, était la cour des Colombes, entièrement dévolue aux pigeons du pasteur. La deuxième était la cour des ancêtres, que le maître des lieux avait transformée en église baptiste. La troisième était la cour des hôtes, la quatrième la cour du pasteur, la cinquième la cour de la petite fille, la sixième celle des cuisines, la dernière abritant l'école primaire de Madame Gu. Quelques années plus tard, Yang Cheng dessina un plan précis des lieux. À l'exception du grand portail d'entrée, qui était légèrement décalé par rapport à l'axe central de la résidence,
Les constructeurs, aussi naïfs qu'ingénieux, empêchaient de cette façon les démons d'entrer, car il était de notoriété publique que ces derniers ne se déplaçaient qu'en ligne droite. Les portails des 6 autres cours étaient tous alignés sur le même axe, sur le modèle de la cité impériale. À chaque grande fête chrétienne, le pasteur Gu ordonnait aux serviteurs d'ouvrir les portes de toutes les cours afin qu'aucun obstacle ne vînt entraver la diffusion des prières et des cantiques qui, depuis la cour des ancêtres, traversaient toutes les autres jusqu'au terrain où l'on battait le riz à l'arrière de la résidence. Dans la dernière cour, il y avait un moulin en pierre qu'un petit âne, les yeux bandés, faisait tourner à longueur de journée pour broyer des graines de soja qui se transformaient en une épaisse pâte blanche avec laquelle on fabriquait le tofu. À l'occasion des célébrations chrétiennes, on ôtait à l'âne le bandeau qui couvrait ses yeux et on le laissait se reposer. Ce n'était qu'en de telles circonstances que d'un regard on pouvait embrasser les 7 cours. Dans l'immédiat, pieds nus sous la pluie battante, Yang Cheng sortit de la cour de la petite fille en courant et emprunta le corridor du veilleur de nuit pour se rendre dans les salles de classe. Mais il n'avait pas encore atteint la cour des cuisines qu'il était déjà trempé de la tête aux pieds. On eût dit un petit poulet tout mouillé. Pourtant, il rassembla son courage et galopa jusqu'à la cour de l'école, où Mary passait plus de temps que chez elle. Cette nuit-là, elle n'y était pas. De chaque côté du portail, les pièces occupées jadis par les domestiques et aujourd'hui transformées en salles de classe étaient plongées dans le noir. Les lumières étaient pareillement éteintes dans les anciennes granges et écuries, aménagées en dortoirs, où seul le bruit de la respiration des garçons brisait le silence. La pluie frappait à tout rompre sur la porte de sortie de la dernière cour. Contrairement au grand portail d'entrée dont les doubles vantaux étaient pourvus de pivots tournant sur un haut socle en bois, cette porte-là, dépourvue de seuil, se composait d'un empilement de grandes planches de bois peintes en vert, comme des plateaux de table posés les uns sur les autres. Ainsi, selon la hauteur des charrettes chargées du ravitaillement pour les cuisines, on pouvait les ouvrir tout ou en partie. Debout devant la porte, Yang Cheng colla ses yeux contre le bois et à travers les interstices observa le terrain où l'on battait le riz et il ne vit que des flaques d'eau. Toujours au pas de course, il rebroussa chemin en empruntant cette fois le corridor opposé dans lequel au passage de chaque cour se dressait une ouverture en forme de croissant de lune. Cour de l'école, cour des cuisines, cour de la petite fille, cour du pasteur, cour des hôtes. À toute allure, il atteignit enfin le portail de la cour des ancêtres, dont il escalada les larges marches.